Tendance première. François Verheugen, bonjour. Bonjour les amis. Professeur de zoologie à l'ULiège, créateur de la chaîne Science Bestiale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une grosse bébête. Oui, on va parler de rhinocéros. Pourquoi tout d'un coup vous avez décidé de parler de rhinocéros? Il y a un moment donné, forcément, dans ma semaine, je dois me poser la question de quoi je vais vous parler. Et puis forcément, comme tout le monde, je suis baigné dans l'actualité internationale qui est riche de conflits en tout genre. Et moi, personnellement, ça m'a éveillé mes lectures d'il y a déjà quelques années autour de ce que l'on sait des conflits entre rhinocéros. Et donc, voilà, une nation qui convoite les ressources d'un voisin, un autre qui veut redessiner les pourtours de ses frontières. Moi, ça m'a fait penser à des rhinocéros. Et figurez-vous qu'effectivement, donc ça n'a rien d'humain tout cela. On va retrouver ça chez les rhinocéros blancs en particulier. Donc voilà, 2 tonnes sur la balance, jusqu'à 4 mètres de long. Mais ils n'ont pas besoin de drones, donc pas d'avions de chasse et autres. Une corne, un excellent odorat, et ça leur suffit pour entretenir des problèmes de voisinage. Donc il y a 5 espèces de rhinocéros sur Terre, les rhinos blancs et les rhinos noirs en Afrique, et les rhinocéros indiens de Sumatra et de Java en Asie. Et toutes les 5 sont d'ailleurs menacées d'extinction. Le braconnage pour les cornes, c'est un fléau principal, et puis il y a les changements climatiques et la perte de territoire qu'on leur laisse. Et donc parmi ces espèces, il y a le rhinocéros blanc, dont on sait beaucoup de choses, c'est le plus imposant. On en dénombre encore aujourd'hui à peu près 20 000 individus occupés à brouter de l'herbe dans les prairies des savanes d'Afrique australe. Et quand je dis paisiblement brouter de l'herbe, on s'est vite dit, car sous une apparence finalement de gros herbivores débonnaires, se cache un stratège militaire et territorial absolument incroyable. Chaque mâle adulte s'approprie un petit lopin de terre. C'est un petit domaine qu'on estime de 2 à 5 km². Et il va le surveiller sans relâche. Il va parfois pendant des années le surveiller. Ce territoire, il ne se chevauche pas avec celui de ses voisins, si bien que la savane, si on devait la regarder de haut, elle ressemble à une mosaïque de micro-petits royaumes, avec donc un réseau de petites principautés, chacun dirigé par un seigneur local, le mâle dominant. Donc, il reste cantonné sur cette terre, il s'en éloigne qu'en extrême nécessité, pour aller boire par exemple, si jamais il n'y a pas d'eau dans son petit territoire. Les femelles, elles se moquent complètement de cette notion de frontière et de territoire, ça les dépasse complètement. Elles préfèrent vivre librement, si bien qu'elles n'hésitent pas à traverser les fiefs de plusieurs mâles, parfois accompagnés de leurs petits qu'elles élèvent seules pendant 3 ans. Mais comment un rhinocéros dont la vue est franchement catastrophique fait-il pour délimiter son territoire ? Pas question donc de graver ses initiales sur un arbre, encore faudrait-il d'ailleurs en trouver dans ces vastes prairies. Non, notre rhino, il mise sur un sens bien plus fiable, son odorat. Et sa méthode de marquage, elle est pragmatique. Il défèque et urine stratégiquement le long de ses frontières. On s'en tournait sa petite queue. Ah oui, si vous avez déjà vu ces vidéos-là, je vois. Et donc chaque rhino dispose ainsi de plusieurs dizaines de stations de marquage. C'est le mot un peu joli que nous utilisons dans notre jargon d'éthologue pour éviter de dire toilette. Bref, il visite donc plusieurs fois par semaine cette toilette pour y placer un dépôt tout frais. Avant et après s'être soulagé, il assène le sol de vigoureux coups de patte vers l'arrière afin de disperser les crottes qui s'étaient empilées souvent en une belle grande colonne. Et quand le résultat ne le satisfait pas, il utilise même sa corne pour les répandre un peu plus partout. On fait avec les moyens qu'on a. Et donc ces dépôts odorants ne sont pas de simples marques de propriété qui informaient de la limite de son territoire. En fait, les crottes sont très très riches en informations sur le gros mâle qui les a déposées. Et pour déchiffrer cette information olfactive qui s'en dégage, il a fallu attendre les travaux d'une chercheuse tchèque nommée Ivana Sinkova, des travaux qu'elle a menés dans diverses réserves sud-africaines et qui ont révélé que les rhinocéros blancs sont capables de discriminer, tenez-vous bien, rien qu'en reniflant les crottes, si celui-ci est un mâle ou une femelle, si il peut deviner si le congénère est de la même famille qu'eux ou non, et grâce à leur mémoire olfactive, ils peuvent même se rappeler s'il s'agit d'un individu qu'ils ont déjà croisé par le passé ou s'il s'agit d'un parfait inconnu. Et dans ce dernier cas, les rhinos passent d'ailleurs 2 fois plus de temps à renifler les crottes pour être sûr de ne pas avoir oublié qu'il s'agit bien d'un inconnu. Et ainsi, les mâles dominants, ils marquent et ils identifient les frontières et ils ne les franchissent
pas habituellement. Un gros mâle peut cependant accorder le droit de séjour sur son territoire à ses congénères. Ça oui, ça il fait. Mais ce droit, il est octroyé surtout aux femelles, évidemment, à leurs petits, et très rarement à d'autres mâles, à condition que ces mâles qui ne représentent aucune menace, c'est-à-dire à condition qu'ils soient malades, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient trop vieux. Un mâle invité sur un territoire et qui n'est pas le sien n'obtient un droit de séjour que s'il accepte un statut de dominé. Il veille alors à garder ses distances avec son hôte et en cas de rencontre, il doit expirer rapidement de l'air par les narines et pousser des cris de soumission, un message qu'on pourrait traduire donc par « Bonjour monseigneur, c'est vous le patron, je fais que passer, c'est promis ». Des confrontations entre voisins ont cependant parfois lieu. C'est que plus le territoire d'un mâle est grand, plus il y a de ressources à l'intérieur et plus c'est convoité, évidemment. Un voisin insatisfait de la taille de son propre territoire peut se rapprocher d'une frontière et venir respirer l'air qui se dégage des crottes déposées par le propriétaire des lieux. Il va donc déduire si son voisin est actif et en bonne santé. Il va aussi dresser les oreilles parce que le rhinocéros pousse de temps en temps des cris. Et les recherches de Sinkova ont montré que ces cris contiennent eux aussi une quantité stupéfiante d'informations. En écoutant le cri d'un congénère, un rhinocéros peut identifier l'espèce, est-ce qu'il s'agit bien d'un rhinocéros, le sexe, il peut évaluer l'âge, l'identité individuelle et même le statut social de celui qui crie, comprenez, est-ce que c'est un mâle dominant ou un subordonné. Et il se met littéralement dans la peau d'un espion en essayant d'évaluer ses chances de succès en cas d'attaque belliqueuse contre son voisin. Il y a un cri particulier qui pourrait finir de le convaincre d'envahir d'ailleurs les terres du voisin, c'est le cri de séduction. Le cri de séduction, c'est lorsqu'un mâle cherche à séduire une femelle. Alors là, ça veut dire qu'il y a une partenaire potentielle dans le voisinage et là, il fonce. Lorsqu'une femelle en chaleur effectivement traverse le domaine d'un mâle dominant, il entame, ce mâle dominant, une parade nuptiale qui peut durer des jours, des semaines, surtout si la femelle tarde à offrir son consentement. Donc, le mâle, il pavane en tournant autour de la femelle, en poussant des cris de séduction très particuliers que je serais donc incapable de vous imiter. C'est dommage. D'autant qu'il y a 15 jours, Cédric m'a forcé à imiter le rire du chimpanzé. Vous pouvez le refaire ? Absolument pas. Bref, si un voisin espionne ce qu'il se passe sur les terres voisines et il détecte la présence donc d'une ressource inestimable à ses yeux, donc une femelle réceptive, alors il va donner l'assaut. Il va rentrer sur le territoire du voisin. Et là, il peut y avoir des confrontations. Les confrontations prennent la forme de combats ritualisés, souvent extrêmement silencieux, où chaque opposant s'avance, tête basse, en touchant le sol avec sa corne, recule, gratte le sol avec sa patte. Bref, ils essayent d'impressionner le voisin pour essayer d'éviter le combat et de montrer la potentielle supériorité de l'un sur l'autre. Mais ils essayent d'éviter le combat. Ils essayeront toujours d'éviter le combat, car se faire blesser dans une vie où les hôpitaux n'existent pas, c'est effectivement extrêmement coûteux. Et donc parfois, ils en viennent à prendre un bref élan, et ils se percutent au niveau du crâne, ils évaluent la force de l'adversaire, et la plupart du temps, le tout s'arrête lorsque l'un a réalisé qu'il était moins fort que l'autre. Voilà, on est au début des travaux sur les comportements territoriaux des rhinocéros, mais je les trouve personnellement vraiment remarquable parce que c'est des animaux qui ont développé un système de communication basé sur les odeurs, basé sur l'ouïe, à partir d'informations qui sont en fait, on est seulement en train de les déchiffrer et Sinkova est vraiment en train de faire une recherche incroyable. C'est une toute jeune chercheuse, je dis toute jeune parce qu'elle a à peu près mon âge évidemment, mais leur relation sociale et la défense de leur territoire et des ressources qui s'y trouvent, tout cela est géré par ces interactions et chaque individu évalue les risques qu'il y a à envahir les terres du voisin, des comportements qui sont finalement pas propres aux humains.